Bonjour à tous, merci d'accueillir Samuel Bijaoui. Bon, je vais dire un petit mot de présentation parce que c'était rigolo la façon dont on a découvert le film. Samuel et Rebecca traînaient sur une terrasse dans un festival voisin qui s'appelle Champs-Élysées Film Festival, qui est d'ailleurs des invités absolument déments cette année. Allez voir sur le site, ils viennent d'être annoncés cette semaine. Et je ne sais plus si c'est Rebecca ou Samuel qui me dit « Non mais on a un film ici, ce serait quand même bien d'aller voir, tout ça ». Et en fait, en général, j'étais membre d'un jury, tout ça, on n'écoute pas toujours, quoi, parce qu'il y a une terrasse, c'est à côté de l'Arc de Triomphe, et on ne se précipite pas forcément, et donc on fait des espèces d'engagement comme ça, le principe en disant « Oui, non mais bien sûr, je vais y aller », et puis on n'y croit pas entièrement soi-même. Puis quand même, on se dit « Non mais, a priori, ça doit être quand même plutôt bien, il faut peut-être se pousser un tout petit peu et aller découvrir ce jeune réalisateur dont j'ignorais alors qu'il a été montré loin. » Et oui, et voilà, moi le film m'a vraiment beaucoup touché, donc c'était évident que s'il sortait, on allait le montrer, quelle que soit ton origine géographique, je suis clair. Voilà, il m'a d'autant plus touché qu'un de nos coups de cœur de l'année dernière, c'était un film d'Alain Cavalier qui s'appelait Portrait XL, et dans les 6 portraits XL de Cavalier, il y en a un qui résonne un peu avec le film que vous allez voir là. Je dis ça y compris pour râler un peu, j'aime bien de temps en temps, parce que Pathé, qui est le producteur et distributeur du film de Cavalier, nous a refusé son nouveau film qui est à Cannes sous prétexte qu'il n'y a que 10 copies France et que Alain a choisi les lieux où il voulait manger au restaurant en province. Donc on est trop près de Paris. Voilà. Donc on accueillera de nouveau Alain Cavalier, mais après la sortie, en différé. Ce qui m'agace. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Donc merci Samuel d'être là, ça fait très plaisir. Merci Stéphane. Et puis 2 petits mots de présentation, puis on se retrouve après la projection pour en parler vraiment. Oui, ça va être vraiment 2 petits mots. Déjà, je suis très ému de voir aussi nombreux, très content, très heureux. Le film, évidemment, il n'est pas... Non, tu ne commences pas par des trucs négatifs. Non, très bien. Alors, je vous souhaite une très bonne projection. Ça, c'est positif. Oui, mais ça, c'est bien. Non, peut-être juste vous dire que c'est un film documentaire que j'ai filmé sur des années. Donc, c'était la boutique que tenait mon père dans le quartier latin, dans le 5e arrondissement, qui s'appelait Bricomonge, puisqu'elle a fermé maintenant. Moi, j'ai filmé sur des années et c'est un film qui s'est fait avec peu de moyens, qui est indépendant, et je tenais quand même, avant la projection, à remercier très chaleureusement les personnes qui ont pu faire en sorte que le film est là où il est aujourd'hui. Donc à savoir, j'ai une reconnaissance immense, et donc j'adresse mes chaleureux remerciements à Rebecca Houzel et Camille Lemley qui sont les productrices, mais aussi qui étaient vraiment applaudir. On fait confiance dès le début, et puis Saskia Berthaud, qui est la monteuse, Raphaël Girardot, enfin toute l'équipe aussi de Petit à Petit Production. Un film ne se fait pas tout seul. Voilà, dire seulement que tout ce que mon père dit devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. Je pense que c'est le seul élément peut-être important à dire à propos du film, avant de vous souhaiter une bonne projection. Parfait. Merci, à tout à l'heure. Samuel Bijaoui. Merci. Alors, on va commencer tout en douceur. Je pose 2-3 questions, puis assez vite, on va passer la parole à la salle pour qu'il réagisse au film. La première, elle est toute simple, c'est de savoir, tu nous as expliqué que tu avais filmé sur plusieurs années, que le temps de tournage lui-même était assez long, mais du coup, qu'est-ce qui te décide de commencer à faire le film, et avec quel projet? Donc en effet, j'ai commencé à filmer il y a plus d'une dizaine d'années, et je filmais pas tant mon père, mais je filmais surtout le magasin, en fait, pour ce qu'il était, parce que c'était un lieu extrêmement... c'était un lieu, on va dire, presque de théâtre, quoi,
lieu de représentation, les gens venaient, enfin, j'avais envie de capter un peu l'essence de ce lieu, et c'était pour ça que je filmais, mais de façon très anarchique et très sporadique. Et quand Jean, donc mon père, m'a annoncé, fin 2012, pour donner un peu des repères, son intention de vendre la boutique, là, ça a joué, je pense, le rôle de catalyseur. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait que je reviens de façon si insistante? Qu'est-ce que je vais chercher sur ce lieu? Parce que je filmais donc de façon anarchique, avec des caméras comme ça, comme pour garder une trace, des souvenirs pour les employés, pour nous. Mais je me souviens que je me disais, bon, je ne sais pas ce que je vais faire de ces images, mais je fais confiance au temps. Voilà. Et donc, quand il m'annonce ça, je me suis, tout d'un coup, j'ai réalisé d'abord à quel point j'avais un lien très affectif avec cet endroit, qui était terrain de jeu quand j'étais enfant. Et je me suis dit, il y a une question comme ça qui est remontée à la surface, je pense qu'elle était certainement nourrissante depuis longtemps, savoir qu'est-ce qui a amené cet homme, qui est plutôt intellectuel, cultivé, diplômé, à ouvrir une boutique de bricolage à 40 ans et à vendre des clous. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, toutes ces images que je prenais basculaient dans la dimension de faire un film, faire ce film-là, ce documentaire, où j'avais ce fil rouge, avec en plus cette quand même une tension narrative liée à la fermeture de cette boutique. Et très souvent, je dis très souvent quand on filme des documentaires, quand on fait des documentaires, c'est pour garder une trace de quelque chose qui va disparaître, très souvent. Voilà. Et du coup, la fermeture réelle a lieu quand? En juillet, ça fera 3 ans. Voilà, c'était en 2016, juillet 2016 exactement. Et à partir de quand tu montes? Parce qu'en fait, du coup, on imagine que tu as une somme colossale de rush. À partir entre 2012 et 2016, c'est quand même considérable comme espace. Quand il t'annonce son désir de fermer, c'est déjà à une échéance aussi lointaine. Et du coup, tu sais que tu as devant toi 2, 3 ans, 4 ans peut-être, mais pas du tout jusqu'à la clôture. Ouais. En fait, en effet, moi, il annonce ça fin 2012. Voilà, je veux fermer. Et en fait, bon, on ne le met pas dans le film parce que sinon on se perdait, mais il y a eu énormément de rebondissements concernant la fermeture du magasin, le reprenant, parce que lui, il n'est pas propriétaire des murs, donc c'est le fonds de commerce. Donc en fait, bref, il y a 3 acteurs, il y a l'acquéreur, il y a lui et le propriétaire. Et ça a été très compliqué en fait. Et alors ça n'a pas servi lui, mais ça a servi le film parce qu'il a permis de se dérouler comme ça sur, on va dire, 3 ans et demi de tournage, alors qu'il aurait très bien pu ne faire que 1 an et demi en fait. Voilà. Ça s'est étiré et pour le nombre d'heures de rush, en fait, pas tant que ça. Enfin, il y a un peu moins de 80 heures de rush. Voilà, ce qui n'est pas si énorme que ça. Si évidemment, de 80, on n'en tire qu'une heure et demie, mais c'est pas si énorme que ça sur, en effet, toute cette durée. Et qu'est-ce que tu sais, toi, de l'histoire de ton père avant de commencer à filmer? Justement, rien, quoi. C'est ça qui est... Alors, quand je dis rien, évidemment, cette question de qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années de militantisme, c'est une question que je me posais déjà quand j'étais beaucoup plus jeune. Et je me souviens, je devais avoir une vingtaine d'années, je lui avais proposé de prendre un café et qu'il me raconte tout ça. Mais j'avais été très déçu parce qu'il s'était réfugié, on était comme ça, une terrasse de café, l'un en face de l'autre, un peu dans un dispositif d'interview, on va dire. Et il s'était réfugié derrière un récit très factuel, une espèce de cours d'histoire qui ne m'intéressait pas, parce que c'était pas tant 68 qui m'intéressait, mais lui, ce qu'il avait fait depuis sa place, et disons, faire lien entre sa petite histoire et puis, on va dire, la grande histoire des mouvements sociaux du XXe siècle en France, quoi. Enfin, un des grands mouvements sociaux. Donc,
Donc j'avais été très déçu, j'avais laissé tomber. Et je me souviens, pendant le tournage, je me suis souvenu de ça, enfin, du fait que si je l'interroge de cette façon-là, il va pouvoir se protéger derrière ce personnage. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais garder une forte unité de lieu et que tout se passe dans le magasin et de faire remonter ce récit depuis le sous-sol, mais depuis ce petit lieu, ce microcosme qu'il a créé, parce que je pense c'est une sorte d'incarnation ou de continuité de la vision politique, sociale, économique et sociétale de cet homme. Donc c'était plus qu'un simple décor. Et je voulais le faire parler tout en déballant les cartons, en répondant au téléphone, en tapant à la calculatrice. Alors là, parce que je pensais que justement le fait qu'il y ait une partie de son cerveau qui soit occupée à faire quelque chose de manuel, ça pouvait permettre un certain lâcher-prise et libérer la parole. Donc c'était une façon de l'aborder. Il fallait bien le prendre d'une certaine façon, parce qu'il est très réservé, très pudique à ce sujet. Il y a un truc qui me paraît assez essentiel dans la construction du film, c'est que le point de départ, mais aussi d'ailleurs les témoignages de ses amis, c'est effectivement de s'étonner d'une espèce de rupture qui est le saut dont tu parlais avant le film. Comment est-ce qu'on peut passer d'une activité intellectuelle et créatrice à une activité de cacailler, quoi. Enfin, on part comme ça d'une espèce de truc, comme s'il y avait une opposition radicale entre ces deux activités. Et l'une des forces du film, ça va être au contraire de montrer comment il a continué à investir une partie de son activité, même s'il le déploie, il l'explique aussi comme un masque pour partie. Mais il y a quand même une partie de son rapport au monde qui passe par cette reconversion et qui nous permet à nous aussi d'avoir d'ailleurs un autre rapport à ce métier-là, à cet espace-là. Comment est-ce que toi tu as pensé ça, c'est-à-dire de travailler sur la métamorphose du regard du spectateur sur l'espace dans lequel tu joues enfant, mais sur lequel on peut aussi avoir des préjugés en se disant qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce que c'est bien intéressant de montrer un type qui vend des articles, etc. Comment le film travaille le changement de regard sur cet espace-là et cette activité? Oui, je pense que derrière le fait de filmer cet homme, en l'occurrence mon père, dans ce magasin, c'était la question que j'avais envie de soulever, c'était comment on fabrique une vie en fait en creux. Et puis les relations au travail, les relations humaines au travail, que je désirais aussi travailler. Parce que j'avais très peur, moi, de faire un film qui soit uniquement de famille, dans un entre-soi un peu monoliste. C'est un écueil vraiment dans lequel je ne voulais pas tomber. Et je me souviens, c'est une des premières choses que j'ai dites à la monteuse Saskia Berthaud quand on s'est rencontrés. C'est un, je ne voulais pas faire un film de famille, et deux, je ne voulais pas tomber dans la nostalgie, dans le pathos, quoi. Alors, j'ai évidemment bien conscience que ce film est intrinsèquement le film d'un fils qui filme son père, mais je ne voulais pas en rajouter plus que ça. Et gagner De toute façon, finalement, la question de la filiation, de la transmission, ça reste une question, je pense, universelle, quoi. Mais, donc, du coup, je me suis dit, par là, les gens peuvent... ce ne sera pas exclusif et les gens peuvent rentrer parce qu'il y a plusieurs strates de lecture. Il y a aussi finalement la fin d'un monde aussi, la fin d'une génération quoi, qui est en creux dans tout ça. Donc voilà. Et alors je complète Maxime tout à l'heure, qu'est-ce que tu savais de ces activités du côté du cinéma pour le coup? C'est-à-dire qu'on évoque dans le film le fait qu'il a fait des films militants, le fait qu'il a participé à des tournages avec Jerry Seven, je crois. Qu'est-ce que toi tu as vu de ça? Qu'est-ce que tu connais de ça? Dans quelle mesure ça faisait partie de ces strates qui t'intéressaient quand tu as été avec lui? À nouveau, très, très peu en fait, de lui. Moi j'avais juste... je récoltais comme ça, j'avais pu capter quand j'étais enfant des paroles, soit lors des allusions, lors de dîners avec des amis, chez mes parents ou de ma mère, mais venant de lui, quasiment rien. Il y a un livre que j'ai lu, qui est Tigre en papier de Pierre Rollin, qui
qui parle de tout ça, évidemment. Donc c'était en 2000, si je me souviens bien. Oui, j'ai appris des choses qu'il avait faites, mais de lui, rien. Et concernant son activité en tant que cinéaste, et enfin, en tout cas d'assistant, il avait monté toute la série de films comme Le Comte des Places à les montagnes de Yoris Silas. J'en savais très peu. En fait, il est vraiment très très pudique. Je pense. Moi, je me souviens d'une amie à lui qui m'avait dit ça, que j'étais jeune, hein, et qui m'avait dit: ton père, c'est un type qui est. Enfin, c'est une personne, la personne qui est fondamentalement clandestine. C'est la plus clandestine que je connaisse. Et je pense que c'est vrai. Si vous demandez avec qui il a mangé, avec qui il a déjeuné ce midi, il va dire: oh, ça te regarde. Enfin, alors qu'il n'y a rien, mais c'est juste. Il ne veut pas, quoi. Enfin, je pense que c'est comme ça depuis qu'il est enfant. Donc, c'est pour ça que je tiens à dire que tout ce qui devant la caméra, c'est la première fois qu'il me le dit. La caméra a vraiment joué un rôle de, je sais pas, d'accoucheur, quoi. Voilà. Ouais. Qui pose la première question? Oui, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un rapport avec les expériences des établis dans les usines? Enfin, est-ce que ça vous dit quelque chose? Enfin, en plus, il y a l'établi, il le dit, José, hein, il sort l'établi. Il y a ce rapport quand même au travail et ce que tu dis de cette soi-disant dichotomie entre l'intellect et le travail manuel. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre dans cette expérience? Alors justement, moi je ne tiens pas du tout à souligner cette dichotomie entre manuel et intellectuel. Et là-dessus, moi je le rejoins entièrement, quoi. Je ne fais pas cette séparation. Bien entendu, oui, il y a, enfin, si vous faites référence à l'établi de Robert Linhart, et lui, c'est pas établi. Il n'est pas allé dans une usine, et c'est même tout le contraire. Il est patron d'une petite entreprise, donc finalement, c'est tout le contraire de ce qu'on pouvait imaginer par rapport aux idéaux qu'animait cette époque-là, des années 68 et après 68. C'était tout le contraire, c'était plutôt comme une petite bourgeoisie, les petits commerçants. Donc c'est une contradiction, on pourrait dire. Après, il a créé un monde, enfin ce petit monde, c'est pas par hasard, certainement pas par hasard, qui s'est entouré de José, qui remporte son établi, en effet, qui est d'origine portugaise. Juan, il est français, mais il est d'origine chinoise. Mangala, Sri Lanka, Zora, l'Algérie. Et puis, ils n'étaient pas seuls. Je me souviens d'un ancien boxeur cubain, je me souviens d'un russe, il y avait un israélien, il y avait aussi deux frères vraiment qui venaient du nord de la France, des Brechti. Enfin, tout ça pour dire qu'il y avait une sorte d'internationale ouvrière, quoi. Il n'y avait pas. Quand tu dis, parce que je lui pose la question, à un moment, moi je lui ai posé la question, est-ce que tu as conscience de ça? Il me dit oui, mais bon, on trouve les gens qu'on trouve, voilà, qui veulent travailler. Et je pense qu'il y a quelque chose qui l'a reconstitué. C'est pour ça que moi le film tente de répondre à cette question. Et je dis bien tente de répondre, d'apporter des éléments de réponse. Et j'ai pas voulu tout expliquer et tout raconter ou tout dans une exhaustivité des choses. Mais je pense qu'à nouveau, quoi, pour lui, c'est une sorte de prolongement de ce qu'il a fait. Quand il parle de refuge, c'est bien ça, quoi. C'est qu'il a créé. Moi, je me souviens le titre du film m'est venu très rapidement. Et l'année dernière, lors d'une projection, il y a une personne qui m'a dit, donc je préfère la citer parce que je n'avais pas vu ça, elle m'a dit dans 68, mon père elle est fou, je trouve que le titre est très bien dans cet ordre-là. Parce qu'elle disait, 68, naturellement, ça renvoie aux idéaux, à une utopie, à un désir de rêve commun d'une société, voilà. Puis de l'autre côté, les fous. Donc
très pragmatique. Ça renvoie à tout ce qui est matériel, dans la vie on bricole, on voit la femme avec les aimants, là, elle dit l'essentiel c'est que ça tienne. Voilà. Et puis au milieu, cet homme qui tente de faire le lien entre les deux, quoi. Donc pour moi, je voyais ça, quoi, alors c'est pas un établi, mais ce sont je pense qu'il reconstitue quand même il incarne quand même des choses, quoi, ce magasin, ce lieu. Et c'est pour ça que je tenais à nouveau à rester dans ce magasin. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'avais juste une question à poser. Comment va Jean? Il va bien. Et vous ne saurez pas avec qui il a déjeuné. Je ne vous dirai pas avec qui il a déjeuné. Je sais, ça reste toujours un peu mystérieux ce qu'il fait. Mais en tout cas, il va bien. Merci. Il étudie, oui, je crois qu'il suit des cours, en effet. Je ne sais pas quel âge a Jean, mais à titre personnel, j'ai dû faire le chemin qui va de l'Écureuil ruiné, qui était notre quartier général au début des années 70, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Voilà. Donc ça me rappelle évidemment des souvenirs et la jeunesse qui nous traversait à l'époque et qui ne nous a pas tellement quittés d'ailleurs. Je trouve que ce qui m'émeut beaucoup dans le film, la pudeur, vous disiez la clandestinité, les gens de l'AGP avaient des noms de clandestins, changeaient leur nom. Je ne sais pas quel était celui de Jean. Mais la clandestinité, c'est toute une histoire. C'est-à-dire qu'à un moment dans le film, il dit c'est une planque. Hein, mais le mot planque est double. C'est une planque au niveau économique peut-être, mais c'est une planque aussi, quoi. C'est-à-dire là où on ne va pas me reconnaître, là où on ne va pas venir me chercher éventuellement, enlever même le numéro 3 de Renault, c'est pas donné à tout le monde. Et la dernière chose qui m'a ému et intéressé, et qui est, je trouve, toujours une question actuelle, c'est le type de relation au travail qu'il a établi avec ses ouvriers venus des quatre coins du monde. C'est précisément pour ce type de relation que nous étions un grand nombre en 68 à manifester et à battre le pavé, parce que nous ne voulions plus du type de relation au travail que nos parents avaient. Et c'est le problème d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, comme Jean, comme les étudiants qu'on était alors, ne veulent plus du type de relation au travail que la société leur propose. Quand je dis la société, c'est pas tout dans la société, hein, mais c'est le capitalisme productiviste en gros. Voilà. Merci pour ce film. Merci. Je me permets de prendre le micro à la suite. Je vous remercie énormément pour ce film que je trouve extrêmement touchant. Je trouve quelque chose que je pourrais ajouter à ce que mon voisin dit, c'est que c'est votre manière de filmer aussi que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et j'étais à la fois, je crois que j'ai beaucoup ri et beaucoup souri pendant tout le film, et j'étais à la fois extrêmement émue. Je trouvais ça très émouvant de vous voir vous adresser aussi avec cette
aussi avec une certaine retenue par rapport dans les questions adressées à votre père, c'est-à-dire ne pas l'écouter, le laisser lui-même venir, le laisser respecter la façon dont il pouvait s'exprimer, ce qui n'était pas forcément évident pour lui, on l'a bien vu. Et alors, autre chose aussi, c'est que, bon, il se trouve que ma mère habitait l'immeuble qui était juste un peu plus loin, au numéro 27, et que je suis passée X fois devant ce monge. On a acheté des petits meubles en bois au Bricomonge. Bon, moi, j'ai pas vécu là. Elle a vécu là pendant 40 ans. Et donc, quand j'ai vu ce film, j'ai dit, bon, c'est une double, un intérêt aussi, quelque chose de très émouvant, parce que les gens de cette génération-là aussi allaient, elle a, bon, 40 ans vécu dans le quartier Cardinal Lemoine, Maubert, tout ça. Elle allait et elle avait des relations, des vraies relations avec les commerçants, parce que c'était chez ces commerçants-là qu'on allait, parce qu'on les connaissait, parce qu'on savait qu'ils pouvaient aussi vous aider quand il fallait monter quelque chose. Enfin, bon, voilà. Et bon, moi je trouve que c'est un très beau film, extrêmement, voilà, touchant, qui parle de beaucoup qui questionne énormément et qui, voilà, soulève énormément d'intérêt, et je vous souhaite très bonne chance. Merci. Vous demandez le rôle de Claire Simon. On voit Claire Simon sur le générique. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté un film? C'est une vieille amie de mon père qui passait dans le magasin aussi, qui m'a vu filmer. Et quand elle m'a vu filmer, elle a trouvé ça très drôle parce qu'elle connaissait le magasin, évidemment. Elle connaît les gens depuis très très longtemps. Et donc, elle m'a soutenu dans ma démarche. Et c'est entre autres grâce à elle que j'ai pu rencontrer Rebecca Housel et Camille Aimé et la production. Voilà. Bonsoir. Merci pour ce film. Nous, ça nous touche à plein égard. Je voulais vous souligner un moment, votre père évoque des gens qui ont mal fini cette période d'engagement violent, on va dire quand même, clandestin en tout cas. Il évoque simplement, et moi de la connaissance que j'en ai, c'est que il y a eu un double drame autour de ça. C'est que ceux qui n'ont pas pu survivre à cette dissolution de l'AGP et à l'arrêt du militantisme, et au début de l'effondrement des idéologies qui nous ont portés, ceux qui en sont restés, en tout cas, et ceux qui ont réussi à rebondir, comme on dit, ou à continuer à faire pas à pas un peu construire leur vie, ce qui m'a paru à l'époque très très douloureux, c'est que les gens entre eux ne se recontactaient pas, parce que l'espèce de j'en perds le mot, d'habitude de clandestinité, de séparation, de protection, et puis aussi une certaine peur qui a traîné en eux pendant quelques années, fait qu'ils ne se sont pas trop entraînés finalement. À part ceux qui ont continué dans l'engagement, parce que ça, il ne le dit pas, mais il y a quand même eu des gens qui se sont engagés, notamment dans la cause palestinienne, qui ont été quand même très très loin dans l'engagement armé et militaro, au nom d'une cause qui n'était plus sur le territoire. Et les autres se sont dispersés, se sont laissés comme ça, se sont démerdés tout seuls. J'ai trouvé ça très bizarrement. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en dit, hein, mais... Non, bah, si, il en parle quand il dit il y en a beaucoup qui se sont suicidés. Quand il dit suicider, en fait, c'est d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, en effet, tomber dans l'alcoolisme, ou la drogue, ou un suicide, des suicides voilà, réels, effectifs. Quoi. Oui, ils se sont retrouvés dans une grande solitude, en effet, pour la plupart. Et bon, après, moi, je ne connais pas ces gens-là, je n'ai pas vécu cette période-là, mais j'ai cru comprendre que les femmes s'en sont peut-être un peu mieux sorties, parce qu'elles ont repris aussi un combat avec le féminisme. Ça a donné naissance. Pour les autres, c'était vachement mieux. Voilà. Oui.
Et en effet, moi, j'ai pas. Quand on est au sous-sol, c'est une séquence qui dure. Je crois que j'ai au moins entre 3 et 4 heures de scène au sous-sol. Moi, j'ai pas voulu. Enfin, d'abord, il ne pouvait pas tout montrer. Et d'autre part, je tenais à respecter ces zones d'ombre et ces silences. Moi, je ne voulais pas faire. Ce qu'il a à me dire, il me le dit, et d'ailleurs, à cet égard, en fait, on n'en a plus reparlé. Ça a duré 3-4 heures en tout, mis bout à bout. J'ai jugé que ce qu'il avait à me dire à ce moment-là, avec la caméra, il me le livre, et puis j'arrête de l'embêter, quoi. Donc il a vu le film, évidemment. Il a vu le film, oui. Et alors, c'est... Bonne question. Je ne peux pas m'empêcher de raconter la toute première fois où il a vu le film, qu'il n'était pas dans sa toute dernière version. J'étais avec Saskia Berthaud, la monteuse, et donc on avait quand même toute la structure, toute l'architecture du film qui était là. Donc, avant de peaufiner, on lui montre le film, donc il est assis devant nous, sur un canapé, on est derrière. Voilà, le film s'arrête, un silence, quoi. On se regarde avec Saskia, bon. Et puis il dit ok, ça va. S'il avait regardé vraiment avec un œil, évidemment, de censeur, quoi. Et il dit mais il y a une scène qu'il faut que vous coupiez. Bon, laquelle alors, dans le film, là, c'est celle qui se situe juste avant les sucres. Il dit il y a un client qui vient pour acheter des ampoules, voilà, il me donne un billet de 10 €, je lui rends la monnaie, et je ne note pas dans le cahier des comptes. On a beaucoup ri avec Saskia. Lui, il a fallu que je lui montre les rushs où la scène continuait et où il écrivait bien dans le cahier des comptes. Voilà. Il avait quand même peur du fisc. il t'a proposé de l'accompagner, le film? Tu vas faire des débats avec lui? Tu sais ça comme ça, par hasard. Hein. Non, Comme je sais que tu reviens bientôt pour la séance senior au Méliès, je me dis... Elle est quand même très 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 timide et très... Enfin, c'est pas timide d'ailleurs. Il est pudique, il est réservé et il préfère quand même rester fondamentalement à côté d'eux et dans l'ombre d'eux. Voilà. Donc après, je peux lui... Tu peux lui demander. Je peux lui c'est une séance d'après-midi, c'est très discret. Je dirais. Vas-y. Merci infiniment parce que je me retrouve dans votre film. J'ai bien sûr plus que votre âge, mais moi, c'est les questions que je posais à mon père, qui était jeune résistant juif pendant la guerre et qui a été médaillé, ancien combattant, tout ça. Et jusqu'au dernier moment, je l'ai questionné, pareil. Je me dis, il faut que je filme. Et les quelques personnes de ma famille qui avaient aussi à témoigner, je tenais aussi à garder ça quelque part par l'écriture du film ou par autre chose, des photos, des documents que j'ai retrouvés plus tard. Non, je voudrais vous remercier parce que dans la forme, ça me touche énormément. Parce que je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas oublier de faire ça. Et de continuer de questionner quand même. De questionner, parce qu'ils sont vivants. Vous avez la chance d'avoir votre papa. Ah, le mien, il est parti à 13 ans, alors je pense à lui tous les jours, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais lui demander encore? Et il me dit, mais écoute, si tu veux savoir ce que j'ai fait pendant la guerre, parce qu'il avait 15 ans, il était jeune résistant à Lyon, bah, regarde le film Terroriste à la retraite. Ah, bah ouais, ok, je l'ai vu à l'époque, il me dit, écoute, j'ai rien à te dire, tu regardes ce film et tu comprendras. Et puis voilà, il est parti avec tout, il avait commencé à écrire le pourquoi du comment, lui, il a échappé aux nazis, et pas sa mère, et toute sa famille, et tout ça. Et il a écrit 4 pages, et c'était aussi la petite histoire dans la grande, où il se révélait pas non plus. Je me dis, c'est dommage, c'est parti, et mon fils me pose des questions, et j'ai pas de réponse. Il faut que je me réfère à des œuvres comme la vôtre, dans sa forme, parce que je trouve que c'est une œuvre vraiment importante, franchement. Moi, je m'y retrouve vraiment dans la forme, même si c'est pas la même question. Tout ça, quoique,
pas mal de points en commun, je pense. Enfin, mais tant qu'on a les êtres autour de soi et que, voilà, il faut que les enfants, les petits-enfants posent des questions. Il faut continuer, attendre le bon moment, peut-être plus tard. Peut-être. Mais peut-être qu'il y aura un autre film de votre part, je ne sais pas. Moi, je serais heureux de rencontrer votre papa pendant une projection et qu'il y ait une suite pour papa, ses études, ses questionnements et un livre, je ne sais pas. Quelque chose qui donne une suite. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour votre film. Bien sûr, j'ai été extrêmement émue tout au long de cette projection. Pourquoi? D'abord parce que c'est un film d'une beauté extraordinaire, mais surtout parce que je me suis sentie plongée dans un passé. J'ai des gens proches de moi, des amis, qui se sont, comme on dit, établis. Donc c'est pas tout à fait la même situation, mais quand même ils ont suivi le même chemin et se sont interrogés aussi, comme votre père, sur toutes les questions que ça posait après et encore maintenant. Ce ne sont pas forcément des gens qui étaient à la gauche prolétarienne, mais beaucoup d'amis qui flirtaient, je prends ce terme, qui flirtaient ou qui étaient proches de l'AGB, qui ont pu à un certain moment aller vendre des journaux avec Jean-Paul Sartre au jour de l'an. Donc j'ai été extrêmement, vraiment très très émue parce que quelque chose a remonté le temps avec ce film et les images de ce film sont magnifiques. C'est-à-dire que la forme permet aussi de renforcer, de donner une chair, disons, à l'idée. Il n'y a aucune idéologie dans ce film. Et ça, c'est formidable. Il n'y a que du vécu, que de l'idée. Ce magasin est un microcosme de vie, un nid d'espoir, quelque chose qui donne vraiment envie de vivre. Alors je vais pas m'étendre davantage, je voulais juste poser une ou deux questions. La première question, je ne sais pas si je me trompe, je voudrais savoir si votre père a choisi cet endroit juste parce que c'était en face de la mutualité. Ça, c'est bon, peut-être c'est un hasard, peut-être ça n'est pas vraiment un hasard, et le quartier n'est pas non plus un hasard. Et la deuxième question, donc, une quincaillerie, c'est vraiment une idée formidable, avec tous ces cartons, ces sous-sols, bon, c'est un décor de cinéma. Je voulais savoir si c'est le montage qui fait que il n'y a que des personnages cinématographiques, disons, qui entrent dans le magasin, ou bien si vous avez choisi ces personnes. Est-ce que c'est un effet du montage ou c'était vraiment que des personnes comme ça? Alors, ça, je trouve ça vraiment, chaque plan donne une idée très très forte de ce qui se passe. Donc, vraiment très ému, je vous remercie. 68, ça existe encore. Alors, je vais vous répondre, merci pour toutes vos remarques. Ah oui, ça a été un long casting, mais d'ailleurs mon père, ça a été un long casting aussi, pendant plus de 30 ans. Non, je plaisante évidemment. Non, quand je dis que j'ai commencé à filmer le magasin, c'est pour exactement la raison que vous soulevez, c'est que j'avais une énorme matière, j'ai eu la chance d'avoir une énorme matière cinématographique sous mes yeux depuis tout petit. C'était réellement un lieu théâtral et on pouvait prendre la caméra, la mettre le matin, repartir et puis la récupérer le soir. Et on avait une quantité de sketchs incroyables, c'était une ambiance en effet très, très chaleureuse. Les gens venaient pas forcément pour acheter une planche de bois ou des clous, quoi, justement, mais ils venaient pour prendre un café, pour prendre des conseils, pour parler politique, économie, enfin comme il est dit, comme comme vous avez peut-être pu le voir
dans le film. Donc, je veux dire que la caméra n'a pas, je pense, altéré de façon consistante l'attitude et le comportement des gens. Sans caméra, ça se passait. Il y a des choses même incroyables que j'ai tournées et elles étaient tellement incroyables qu'elles n'étaient donc pas croyables et donc on les a pas mises dans le film. Voilà. Non mais enfin un exemple. Voilà. La discrétion, c'est quelque chose, ça se transmet, je crois. Oui. Bon, alors, donc Saskia, je raconte laquelle. Oui. Quand justement Jean était dans une période était vraiment empêtré dans la vente du magasin, il ne s'en sortait pas, il y avait des appels avec l'avocat, avec le notaire, enfin c'était très très compliqué. Bref, il était au bout du rouleau, et épuisé psychiquement, nerveusement, économiquement, tout ce qu'on veut. Et il y a Mouloud, un habitué qui venait, alors lui vraiment, il n'achetait même pas un clou, il venait juste pour bavarder et prendre le thé. Il apportait le thé, il était au café à côté, et il apportait le thé. Et se trouvait un autre client, il se trouvait un client qui assistait à la scène comme ça, et puis Mouloud lui dit vous êtes là, vous voulez un café, vous voulez un thé? Vous aussi, non, pas du tout, moi je rien à voir. Bon. Et il commence à sympathiser, mine de rien, et ce client avait dit à Mouloud, écoutez, j'ai des moutons en Normandie, j'ai une maison avec un champ avec des moutons, peut-être que ça peut vous intéresser pour l'Aïd. Voilà. Est-ce que... Ah oui, très bien, donnez-moi, vous voyez, je connais un boucher, très bien. Et donc, il y a une transaction qui s'est faite, donc Mouloud qui a pu acheter, d'un Normand qui a pu vendre des moutons à Bricomonge, à Mouloud. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que c'était quand je dis un lieu théâtral, c'était plus sérieusement, c'était vraiment une place publique, quoi, comme une sorte d'agora, vraiment voilà, où il y avait du commerce qui se faisait, et où on parlait, on discutait. Voilà. Vous avez centré votre film et l'histoire de votre père essentiellement sur le magasin, et il y a très peu d'échappées. Sur son histoire, ce qu'il a été avant, etc. Alors j'ai deux questions. D'une part, non seulement il ne vous parlait pas beaucoup finalement de son engagement politique, mais pas grand-chose non plus de son histoire. Est-ce qu'il avait la même attitude? Et bon, j'imagine que de toute façon, votre choix, c'était vraiment de partir de l'histoire du magasin. Mais son passé, par exemple, d'où il vient, etc., à part son enfance, où il dit 3 mots sur son lycée à Charlemagne et où il jette les assiettes, on ne sait rien de lui. Oui, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'inscrire ce récit dans le magasin, quoi. Enfin, voilà. Donc il ne s'agissait pas de faire une biographie de mon père. Mais je veux dire, cette attitude sur cette résistance à se raconter, et beaucoup de gens ont évoqué leurs parents, ce qu'ils se disent, ce dont ils veulent bien parler. Il avait cette attitude en général ou... Bien sûr. Oui, bien sûr. Totalement. À tout. Enfin, je veux dire, sur tout sujet le concernant, enfin, intimement, quoi, évidemment. Deux mains levées, ça n'a pas marché. Alors, pardon. Moi, je voudrais que vous nous parliez de la scène où vous projetez le film de votre mère dans le magasin. Voilà. À quel moment ça se situe par rapport à l'histoire de la fermeture, et pourquoi vous faites ce choix, et je suppose que ce sont des images que vous avez faites vous-même aussi.
Ça me fait plaisir que vous pointiez le doigt dessus parce que c'est en effet c'est quelque chose que j'aborde pas toujours dans les rencontres. Alors, ce passage-là, en effet, il est de toutes les images que j'ai filmées, que j'ai tournées entre 2005-2006 jusqu'à 2012, au moment où le film se prend consistance. J'en ai fait, c'était des images absolument pas exploitables parce que je filmais à nouveau pour nous, c'est-à-dire pour les employés, les habitués, les fournisseurs, la famille, voilà. Et j'en ai fait quand même alors c'est pas un film parce qu'il n'y a pas de trame narrative, c'est comme une sorte de patchwork de souvenirs, et ça s'adresse vraiment qu'à nous, enfin qu'aux initiés, on va dire, et aux habitués du magasin. Et j'en ai fait, voilà, on va dire un montage qui dure quand même une petite heure, et que je projette lors du pot de départ, le pot de départ de Contremanche. Et j'ai voulu filmer quand même cette scène-là, et la mettre dans le film, parce que je trouvais intéressant que la graine du film qui a généré le film en tant que tel, qu'on voit maintenant, soit dans le film. Voilà. Donc, et il y a cet aspect-là, et puis il est vrai que sans rentrer justement dans un film, enfin bon, là c'était très délicat, mais sans basculer dans un film de famille, je considérais aussi que la figure de la mère était importante. La figure de la mère et de la femme de Monsieur Jean, comme elle se définit, sa présence était importante dans le film. Voilà. Mais elle ne travaillait pas dans le magasin, évidemment. Petite dernière. Plein centre. On essaye bien fort. Ouais. Juste pour savoir ce qu'elle allait devenir, on voit Zora pendant tout un moment. On entend vaguement parler d'un licenciement et après on la voit plus. Et je me suis posé la question de savoir si c'est parce qu'elle avait été licenciée, si c'est parce que c'était trop émotif et que du coup elle ne pouvait plus apparaître, s'il n'y a pas, voilà. Tout à fait. C'est un peu des deux. En effet, le dernier plan où on fait allusion à Zora, c'est après qu'il est évoqué, alors non pas un licenciement, mais un mi-temps ou un quart-temps. Voilà, il évoque ça avec son ami Daniel Veil, le mathématicien chauve. Et puis, après, quand on revient au-dessus du magasin, on voit un plan fixe comme ça du balai. Et Zora, alors vous avez raison de deux choses. D'une part, elle travaillait moins de façon effective, parce que de toute façon, elle était aussi concierge elle faisait un mi-temps, et elle était concierge dans un immeuble dans le 6e arrondissement. Et puis, tout à la fin, par exemple, au pot de départ, c'était trop émotif pour elle, hein. Elle n'avait pas envie. De moins en moins, en fait, elle n'y arrivait plus, donc elle était incapable de faire ce qu'a fait Mangala, le démantèlement, comme il dit, j'arrache un bras, j'arrache une jambe. Donc ça, elle n'était plus, c'était trop lourd pour elle, et elle n'était pas là au pot de départ d'ailleurs, et aussi pour des raisons de santé. Enfin voilà, bon, mais en effet, on la voit plus apporter à un certain moment dans le film. Ce sera notre propre cas dans 2 minutes. Merci beaucoup, Samuel Bijaoui. Merci. Parlez-en autour de vous. La seule salle de banlieue à l'avoir programmée pour l'instant, c'est le Méliès de Montreuil. Scandale, hein?